Si vous avez un peu prêté attention aux nouvelles au cours de la semaine dernière, ou même si vous n'avez fait qu'attention au prix du Bitcoin, alors vous avez presque certainement entendu le nom de la société chinoise Evergrande et comment elle est responsable des baisses des marchés crypto et des marchés traditionnels qui se sont produites récemment. Vous avez peut-être également entendu des prédictions plus extrêmes, telles que Evergrande qui va provoquer un ralentissement économique mondial dans une énorme réaction en chaîne d'événements. Dans cette vidéo, je vais vous donner les faits sur ce qui se passe réellement avec Evergrande. Je vais vous expliquer comment les événements qui se produisent affectent les marchés des crypto-monnaies. Et finalement, je vais couvrir les récentes déclarations critiques contre les cryptos du président de la SEC, Gary Gensler. Avant d'entrer dans tout cela, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche afin de ne pas manquer d'autres vidéos comme celle-ci dans le futur, ainsi que tout le reste du contenu que je publie ici, sur cette chaîne. Je tiens également à vous encourager tous à ne pas trop vous laisser emporter par la peur et le doute qui se propage actuellement. Comme on peut le voir ici sur l'indice de peur et d'avidité pour les cryptos, on vient d'atteindre un niveau de peur extrême, même s'il y a à peine un mois c'était l'extrême avidité. Donc c'est dans des moments comme ceci qu'il est facile de se laisser emporter par les événements au court terme, alors prenez juste un moment pour réfléchir à la situation dans son ensemble avant de prendre des décisions financières majeures. Et ceci étant dit, passons à Evergrande. Voilà le mot ou plutôt le nom qu'on entend partout récemment, dans chaque vidéo YouTube, dans chaque post sur Twitter quand on parle des raisons pour lesquelles le Bitcoin et les cryptos en général sont en train de chuter. Mais ouais, on va prendre un moment pour disséquer tout ça et essayer de mieux comprendre la situation. Tout d'abord, je vais vous fournir quelques informations générales sur l'entreprise afin que vous puissiez comprendre ce qui se passe actuellement avec elle. Ok, Evergrande est le deuxième plus grand promoteur immobilier en termes de vente en Chine et est classé 122e sur la liste des sociétés aux Fortune Global 500, donc c'est vraiment une énorme entreprise. Actuellement, Evergrande cumule plus de 300 milliards de dollars de dettes en cours au total. Ils ont un paiement important d'intérêt de cette dette du jeudi, donc demain en fait, d'environ 83 millions de dollars. Donc la grande crainte, celle qui cause autant de peur sur les marchés, c'est qu'Evergrande ne sera pas en mesure d'effectuer ce paiement et que cela provoquera une réaction en chaîne de crash sur le marché immobilier chinois. Donc récemment, on vient de voir, c'était il y a tout juste quelques heures en fait, au moment où j'enregistre cette vidéo, donc on a eu une bonne nouvelle disant que la Chine injecte un peu de capitaux dans le marché des crédits en Chine. Donc, vous savez, ma vision des choses depuis ces quelques derniers jours, ce que j'ai pas arrêté de vous dire, c'est que la Chine ne va pas laisser quelque chose de trop important se passer, ils ne vont pas laisser une catastrophe se passer dans leur jardin. Et donc, ouais, voilà ce que je pense, mais on verra bien encore une fois. Avant qu'on ne continue, quelques informations sur le marché immobilier en Chine vous seront nécessaires. Alors, l'immobilier est l'un des investissements les plus populaires et les plus prospères en Chine, avec plus de 90% des personnes propriétaires de maisons et de nombreux citoyens des classes moyennes et supérieures possédant 2, 3 ou parfois même plus de maisons. Au cours de la dernière décennie, les prix de ces maisons et d'autres actifs immobiliers ont augmenté de façon constante et significative. Cependant, l'augmentation des prix et la forte demande des citoyens les plus riches ont conduit à un problème de citoyens plus jeunes et moins aisés qui commencent à ne pas avoir les moyens de se payer le moindre logement. Le gouvernement chinois a vu ça comme un problème et a résumé son opinion sur la question dans la déclaration de 2017 en disant « Le logement devrait être pour vivre, pas pour spéculer ». Cependant, avec la demande qui a été si forte et les prix si élevés, les sociétés de développement immobilier, telles que dans ce cas Evergrande, ont continué à construire autant d'appartements et d'autres types de logements que possible et ont emprunté de l'argent pour le faire. Mais avec le gouvernement qui a pris des mesures pour décourager l'achat de biens immobiliers en tant que spéculation, la demande s'est tarie, conduisant à un excédent de l'offre de logements en Chine. Certaines personnes, et moi y compris, ont suggéré que le gouvernement chinois pourrait peut-être renflouer Evergrande en imprimant de l'argent pour payer une partie ou même la totalité de la dette afin de stabiliser l'économie. Mais il faut qu'on prenne en considération le revers de la médaille parce que le consensus général pour le moment est que cela ne se produira pas en raison de leur position contre l'utilisation de l'immobilier pour la spéculation. Souvenez-vous qu'ils ne veulent pas encourager tout cela, alors pourquoi est-ce qu'ils aideraient les spéculateurs? Eh bien, pour moi, je pense quand même qu'ils vont le faire. Ils vont devoir le faire afin d'échapper à cette catastrophe, mais encore une fois, c'est juste mon avis et on verra bien ce qu'il va se passer. Cependant, je pense qu'il est très peu probable que le gouvernement chinois laisse les erreurs
d'une entreprise mettre en danger l'économie de l'ensemble du pays. Maintenant, comme je viens de vous le dire, on va juste devoir attendre jeudi quand le paiement sera dû et voir ce qui va se passer. Mais ouais, d'après l'article de journal que je lisais il y a quelques heures, il semblerait probable qu'ils soient en mesure de payer au moins cette fois-ci leurs dettes, donc on risque d'y échapper, en tout cas temporairement. Mais du coup, qu'est-ce que tout ça a à voir avec les cryptos ? Eh bien, les cryptos sont toujours fortement corrélés à la finance traditionnelle, vous le savez, donc les baisses là-bas entraînent presque toujours des baisses sur les marchés des cryptos, c'est quelque chose dont je vous parle depuis des mois et des mois. À travers l'histoire de ma chaîne l'année dernière, les marchés des cryptos sont toujours corrélés aux marchés et aux actions, peu importe si vous pensez que ça devrait être le cas ou pas d'ailleurs. Mais visiblement, on va encore plus loin en incluant également un peu de FUD sur Tether, qui semble toujours vouloir revenir dans les journaux, peu importe le nombre de fois où il est prouvé qu'il n'y a pas trop lieu de s'inquiéter. Tether est bien sûr le plus grand stablecoin et joue un rôle très important dans de nombreux protocoles DeFi et crypto dans son ensemble, et c'est supposé être assuré à 1 pour 1, mais une grande partie de ce soutien provient de papiers commerciaux qui sont essentiellement des dettes à court terme émises par des entreprises. Bien que Tether ait déjà déclaré qu'il n'était pas directement exposé à Evergrande, ils sont pourtant exposés à des dettes d'autres sociétés chinoises, ce qui a fait circuler la rumeur que certaines sociétés soient affectées si Evergrande ne pouvait pas rembourser sa dette. Et du coup, par la même occasion, Tether pourrait potentiellement perdre une partie de son lien. Pour être clair, cela nécessiterait une séquence d'événements vraiment extrêmes pour que Tether soit sérieusement affecté. Donc il s'agit d'un autre cas de personnes qui utilisent tout ça pour répandre la peur sur le marché car la plupart des gens ne comprennent même pas pleinement le fonctionnement de Tether. Sinon, une autre chose qui a suscité une certaine crainte récemment, et cette fois c'est spécifiquement lié au marché des cryptos, c'est le président de la SEC, Gary Gensler, qui a fait des déclarations très critiques contre les cryptos dans son ensemble. Dans une interview hier, Gensler s'est assuré de déclarer que la SEC avait le pouvoir de réglementer les crypto-monnaies et a déclaré que la plupart des crypto-monnaies avaient des attributs de titres. Il a également poursuivi en disant que les stablecoins deviennent une préoccupation de plus en plus importante pour les régulateurs et que la SEC s'efforce d'obtenir une autorité élargie pour les réglementer. Un autre point qu'il a fait valoir est que les protocoles et les plateformes de trading et de prêt doivent être réglementés, mais que peu d'entre eux ont fait des efforts pour le faire. Gensler a poursuivi en disant que la SEC continuerait à intenter des poursuites et qu'il pense que beaucoup de gens vont être blessés. La seule chose positive qu'il a dite est peut-être que la crypto a encouragé l'innovation dans les systèmes bancaires ainsi que les systèmes de paiement. Dans l'ensemble, tout ça c'était vraiment pas ouf à entendre pour les cryptos, mais ces déclarations ne s'appliquent qu'à la réglementation aux États-Unis, donc même si jamais ça devait causer des revers pour les projets basés là-bas et pour l'adoption aux US, il y aura quand même beaucoup d'autres pays à travers le monde avec des réglementations bien plus laxistes concernant les cryptos. Du coup, on n'aura qu'à espérer que d'autres pays n'adoptent pas leurs lois si les cryptos deviennent trop réglementés aux États-Unis. Évidemment, chaque pays peut faire comme bon lui semble, donc espérons simplement qu'ils ne suivent pas les régulations désastreuses que les États-Unis pourraient bien imposer. Ensuite, on a bien quelque chose d'intéressant que je tiens à souligner avant de continuer, et c'est qu'historiquement, depuis 2017, septembre a été un mois rouge pour le Bitcoin, donc c'est vraiment pas quelque chose d'inhabituel et je vous ai déjà expliqué tout ceci à maintes reprises. De plus, lors des 2 dernières courses haussières en 2013 ainsi que 2017, septembre a été un mois rouge pour le Bitcoin, mais qui a ensuite été suivi de certaines des plus fortes augmentations de prix qui aient jamais été vues. Ouais, regardez, j'ai indiqué ici sur le graphique les points des appréciations de prix dont on parle. Ok, pour continuer, une chose dont je veux vous parler aujourd'hui est un segment sponsorisé. Il s'agit d'un projet intéressant combinant crypto, gaming et plus encore dans une chasse au trésor géante qui se déroule sur internet, dans les jeux vidéo et même dans le monde réel. Ce projet s'appelle Interlude et comme vous pouvez probablement le constater à partir de cette description, ils ont eu une idée très unique pour permettre aux gens de gagner de la crypto tout en jouant à des jeux et complétant les chasses au trésor générées par leur protocole. L'un des objectifs principaux du projet est d'amener des développeurs de jeux amateurs à intégrer les clés de chasse au trésor Interlude dans leurs jeux. Il suffit de quelques lignes de code supplémentaires pour intégrer un site web ou un jeu à Interlude, et du coup cela pourrait entraîner une augmentation du nombre de visiteurs ou de joueurs du site. Un autre avantage est que lorsqu'un joueur trouve des clés, le développeur du jeu ou le créateur du site web qui les a cachées gagne également des cryptos, ce qui profite donc à toutes les personnes impliquées. Le nombre de jeux potentiels auxquels Interlude peut être intégré est énorme et sur le site de jeux indépendants populaire appelé Itch, il y en a déjà plus de 400 000. Bien que tous ces jeux ne soient pas intéressants pour tout le monde forcément, le niveau de fun supplémentaire apporté par la chasse au trésor et le potentiel de gagner des cryptos encourageront les gens à essayer des jeux qu'ils n'auraient pas voulu considérer
auparavant. Alors, comment est-ce que tout ça fonctionne? Eh bien, le protocole Interlude a été construit sur la Binance Smart Chain et utilise un jeton BEP20 appelé ISH, comme jeton natif dans lequel les récompenses seront versées. Comme je l'ai mentionné plus tôt, les développeurs et quiconque cache des clés de chasse au trésor. Ensuite, lorsqu'un joueur souhaite essayer une chasse au trésor, le protocole va générer automatiquement une chasse aléatoire sur les jeux et les sites. Lorsque le joueur trouve des clés, il reçoit une preuve cryptographique qui peut être envoyée au contrat intelligent Interlude afin de recevoir ses jetons en récompense. Chaque chasse dure 3 heures pendant lesquelles le joueur peut trouver autant de clés que possible. Les clés ont différents niveaux de difficulté à trouver et les clés plus difficiles forcément donnent des récompenses plus importantes. De plus, des récompenses plus importantes sont attribuées au début du projet, étant donné qu'il y a moins de joueurs pour le moment, mais à mesure que de plus en plus de joueurs rejoignent, le montant gagné par clé diminuera. Donc si vous aimez jouer à des jeux ou si vous voulez simplement avoir la chance de gagner des cryptos, vous ne devriez pas hésiter à aller essayer Interlude. La première chasse au trésor avec un énorme prix aura lieu fin septembre, donc ça arrive vraiment bientôt. Après cela, jusqu'en octobre, l'algorithme qui crée les indices sera affiné et puis il y aura une énorme autre chasse à la fin de décembre. Comme on peut le voir ici sur la feuille de route, le projet deviendra complètement décentralisé d'ici mars 2022. Si vous voulez en savoir plus sur le projet, vous trouverez un lien dans la description vers le site d'Interlude. Pour ma question du jour, dites-moi comment vous envisagez la récupération des marchés si le crash survient réellement. Pour le moment, on tempère un peu, mais si c'était vraiment aussi grave que certaines personnes le pensent, que pensez-vous qui arriverait aux cryptos? Dites-moi tout ça avec votre adresse BSC si vous voulez participer au giveaway. À part ça, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo les gars. Si c'est le cas, faites-le moi savoir dans les commentaires et quant à moi, je vous dis à la prochaine.